Bonjour, bienvenue à l'édition Braingagement 2024. C'est la 8e édition du baromètre que nous conduisons pour mesurer le rapport qu'ont les Français avec les entreprises qui s'engagent. Est-ce qu'ils attendent qu'elles s'engagent? Comment est-ce qu'ils attendent qu'elles s'engagent? Jusqu'où ils sont prêts à valoriser tout ça? Voilà, c'est l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ce sera structuré en quatre temps. D'abord, on va repartir un peu sur les tendances globales, montrer en quoi il y a des différences entre les marques, quelles sont les attentes particulières sur les entreprises et comment derrière les travailler. Alors, ce baromètre, c'est une initiative qui a démarré en 2017. C'était 2 ans avant la loi Pacte. À l'époque, on s'intéressait déjà, on n'était pas encore passé entreprise à mission côté KEA, mais on s'intéressait déjà beaucoup à dire comment toute la partie extra-financière est de nature à créer un avantage concurrentiel pour les entreprises. Alors, c'était difficile à mesurer parce qu'il y avait beaucoup de convictions de certains acteurs qui étaient des pionniers en la matière, mais quand on voulait mesurer les attentes des consos et la valorisation de cette démarche, on n'avait pas d'informations. Donc, comme on n'avait pas d'informations, on a décidé, avec Brice Ockenthaler, Sophie Combe, Philippe Christo, de se créer notre propre baromètre, Braingagement, sur lequel derrière Claude Emmanuel qui va se présenter et Daniel Beau nous ont rejoint un petit peu plus tard pour déployer dans la durée comment ça peut se mesurer et comment on peut avoir du factuel, du quantitatif pour mesurer les choses. Parce que Claude Emmanuel, c'est une étude quantitative avant tout. C'est une étude quantitative qui porte sur plus de 1500 Français âgés de 18 ans et plus, que nous réalisons chaque année au printemps, on peut dire, sur une durée stable et qui passe une quarantaine de marques et une trentaine de tendances en évaluation. Voilà. Donc aujourd'hui, pour vous présenter ce baromètre, Claude Emmanuel. Voilà, je suis directrice conseil chez Calicanti auprès de Daniel Beau depuis une vingtaine d'années. J'ai pris en charge ce qu'on appelle les grandes études, plutôt à dimension stratégique. Voilà, Antoine Mailly, j'ai la chance de travailler au sein du groupe KEA, notamment dans la partie KEA Tilt, sur la partie prospective, positionnement et innovation. Et nous avons un invité, Pierre, qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Lui, c'est le roi de la data. Il est Chief Data Scientist chez KEA. Et donc, il viendra apporter quelques points vraiment très pointus d'analyse de données. Il a permis de mettre en évidence une typologie de marques et d'essayer de voir les relations objectives entre les tendances, les marques et la crédibilité. Voilà. Alors, évidemment, ce baromètre, il y a quand même une petite tendance de fond qui est de dire, d'un côté, il y a un discours officiel qui est de dire, voilà, il faudrait un peu de sobriété, la planète brûle, etc., etc. Et en même temps, des comportements de consommateurs qui ne sont pas toujours raccords. Donc, on va voir où se situent les écarts et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter comme enseignement. Alors, bien sûr, d'abord, c'est une évidence, le niveau de l'eau monte, plus ça va, plus les entreprises sont sous contrainte. C'est plus seulement une question d'être un pionnier, habité par la foi dans l'environnement ou dans la société. Non, il y a un environnement qui pousse à progresser. Si je prends juste un seul exemple, c'est la législation sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance. En 2017, il y a une loi qui est sortie en France et cette année, en 2024, il y a une directive européenne qui est sortie. Pour vous donner un peu une idée de l'écart entre la loi française et la directive européenne, la loi française, c'était 2 petits articles dans le Code du commerce. La directive européenne, c'est 120 pages. La loi française, c'était uniquement pour les sociétés de plus de 5000 personnes. La directive, c'est pour les sociétés de plus de 1000 personnes, donc c'est beaucoup plus large comme assiette. Et surtout, la loi française, c'était une obligation de moyens
pour dire attention, traitez bien la nature, pas de petits-enfants qui travaillent, etc. Obligation de moyens, quand la directive européenne, c'est une obligation de résultat, donc évidemment beaucoup plus contraignant, qui peut aller jusqu'à 5% d'amende, 5% du chiffre d'affaires en amende en cas d'infraction. Donc voilà, il y a une toile de fond qui est beaucoup plus exigeante. Alors derrière la toile de fond, il reste la passion, l'envie. Donc évidemment, on cite souvent Patagonia et Yvon Chouinard. En 2011, il avait sorti une campagne très connue, n'achetez pas cette veste, don't buy this jacket à l'occasion du Black Friday. Voilà, cette année, en avril, il a repris la parole à l'occasion de la journée sur l'environnement. Ils n'avaient pas repris la parole dans le New York Times depuis 2011, donc c'est dire aussi qu'ils ne sont pas excités sur la prise de parole continuelle sur les médias. Donc c'est une parole qui se fait rare, mais qui derrière vient souligner qu'à un moment, ce qui est le plus important, c'est pas seulement d'être dans la mode, donc dans l'achat en permanence, mais plutôt de faire bien avec des produits durables. Après, voilà, c'est Patagonia, donc c'est réservé quand même à une élite. Patagucci, comme appellent ça les Américains, mais ça n'empêche que ça indique une direction. Enfin, le dernier point qu'on voulait donner en introduction, avant d'entrer dans les résultats, c'est que cette sensibilité au temps long, elle n'est pas seulement sur les produits qu'on offre aux consommateurs, elle est aussi bien sûr dans la gouvernance des entreprises. Un exemple qui nous a intéressés, c'est l'initiative prise par Xavier Niel, le grand homme d'affaires français, propriétaire de Free, qui est aussi un propriétaire de beaucoup de titres de presse et qui, à ce titre, a choisi de placer les titres qu'il possède, c'est-à-dire des titres comme Le Monde, Télérama, La Vie. Ces titres-là, il les a placés dans ce qu'on appelle un organisme d'intérêt général à but non lucratif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, dans cette coquille juridique, les parts ne sont pas cessibles, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait faire une OPA sur le journal Le Monde, ce n'est pas possible parce que l'organisme qui est propriétaire de ces parts n'a pas le droit de les vendre, donc ça met la société de rédaction à l'abri de toute prédation et donc lui permet de travailler avec sérénité sur le temps long. Voilà, alors le baromètre. Nous allons vous présenter les résultats du baromètre, donc qui part d'une part d'une évaluation d'une quarantaine de marques sur 8 secteurs d'activité. Alors cette année, nous avons pas mal renouvelé les marques évaluées, puisqu'on en a changé près des 2/3, tout en conservant des résultats sur les années précédentes, de manière à avoir de la profondeur dans l'évaluation. Et nous avons également évalué une trentaine de nouvelles tendances en 2024 qui sont assez stables depuis la création du baromètre. Chaque année, on fait rentrer quelques nouvelles tendances comme le vrac, les produits consignés et autres nouveaux usages. D'abord, en termes de contexte général, force est de constater que les Français acceptent de moins en moins les changements sociétaux. On est quand même dans une société où il y a une forme de pessimisme qui s'est installé par rapport à 2022, où on avait à peu près la moitié de la population qui avait une perception positive des changements de notre société, une autre, une grosse de manière négative. Force est de constater qu'en 2024, on a près des 2/3 de nos répondants qui ont une vision négative de ces changements, même si plus des 2/3 se trouvent dans leur époque. Naturellement, les jeunes apparaissent beaucoup plus positifs et se sentent plus en avance, significativement plus en avance. Néanmoins, les jeunes continuent à porter un espoir, puisqu'ils sont près de 41% à considérer que leur avenir va s'améliorer, avec une jolie diagonale, c'est-à-dire qu'en fait plus on avance en âge, moins finalement on a de foi en son avenir. Quand on regarde d'une façon globale dans l'ensemble, si en 2022 on avait un quart à peu près de la population qui considérait que son avenir allait s'améliorer, aujourd'hui on est plutôt dans le 5e.
Mais dans cet univers et de ce contexte plutôt, dirais-je, un peu pessimiste cette année, les nouveaux usages continuent à garder, à être assez dynamiques. Donc on a représenté sur ce graphe, de gauche à droite, les usages, enfin le pourcentage de population qui déclare avoir cet usage aujourd'hui, et en ordonnée, donc de bas en haut, l'écart entre ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'ils auraient envie de faire demain, ce qu'ils ont l'intention de faire demain. Donc on s'aperçoit que plus on est haut, plus finalement ça va être un usage porteur. Donc en développement, on va avoir l'allocation d'outils et les produits consignés qui sont cette année les deux tendances les plus porteuses, avec l'émergence de location de transport, de tout ce qui est la location de transport, qui concerne aujourd'hui moins de 10% de la population en termes d'usage déclaré, mais qui pourrait prendre 8 points dans les années à venir en termes d'intention de développement. On a aussi toute une série de pratiques qui s'installent finalement. Le vrac, le troc, la fabrication, le do-it-yourself, les produits réparables, les produits éthiques, qui représentent environ entre 30 et 35% d'utilisateurs, qui rassemblent environ 30 à 35% d'utilisateurs et qui sont, dirais-je, dans une tendance de porteuse entre 4 et 5-6 points de plus. Pour la première année, on a des des tendances qui sont en recul. C'est la première année que nous voyons ça, avec deux tendances en recul. Les produits locaux de saison, où finalement on a 60% de la population à peu près, un peu moins, qui déclare avoir ce type de consommation, mais finalement, quand on leur demande ce qu'ils ont envie de faire demain, on est à -3, -2 points. Et l'autre, c'est les produits d'origine animale. Donc on voit qu'on a deux tendances, deux nouvelles tendances en régression. Alors quand on essaye de voir un petit peu entre le passage à l'acte, c'est-à-dire finalement ce qu'ils nous ont déclaré qu'ils faisaient aujourd'hui et ce qu'ils vont faire demain, on s'aperçoit que le passage à l'acte n'est pas toujours évident, les aspirations ne deviennent pas toujours des réalités, et en fait les nouvelles tendances mettent quand même du temps à s'installer, avec des nouvelles tendances qui sont, dirais-je, qui sont assez porteuses en déclarative, mais qui ont du mal à s'installer aujourd'hui. Parmi les produits réparables, c'est-à-dire qu'on a environ un tiers des Français qui déclaraient le faire, qui déclarent essayer d'acheter des produits réparables. D'un point de vue aspirationnel, en 2023, ils étaient 45% à avoir envie de le faire. En 2024, on s'aperçoit qu'on a 10 points d'écart, donc la tendance a du mal à s'installer, enfin, prend du temps à s'installer, dirais-je. De la même manière, on a un recul aussi entre le déclaratif et l'intention sur le vrac, le troc, l'allocation d'outils et de matériel et l'allocation de moyens de transport, qui ont du mal à trouver finalement leur réalité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate sur le marché, puisqu'on le voit, les difficultés du bio, c'est le rétrécissement dans les linéaires. Voilà, c'est pas seulement dans l'intention, c'est dans les réalités qu'on peut le repérer. Il y a aussi très certainement une difficulté d'offre et d'installation, d'installation du marché, parce que finalement, on est sur des tendances qui sont très très modernes. Quand on parle du troc, on peut pas dire encore aujourd'hui qu'on ait vraiment une offre extrêmement développée. De la même manière, sur les produits réparables, on sent que ça s'installe en rayon, mais que c'est peut-être encore l'offre ne répond pas encore complètement aux aspirations des Français. Après, heureusement, ça se transforme parfois en réalité. On va le voir tout à l'heure sur un bel exemple dans le do-it-yourself. Bon, là, on a un consensus sur le fait que les marques doivent contribuer au bien commun et à une société meilleure. Autant en 2017, c'était 2 tiers de la population, et aujourd'hui, depuis 2021, on peut dire que c'est quasiment 90% de la population, et c'est une tendance qui est d'autant plus marquée auprès des jeunes, puisqu'ils sont 92% à considérer que les marques ont une responsabilité dans le bien commun et pour porter une société meilleure. Et Claude Emmanuel, ce qu'on peut dire là aussi,
c'est qu'en l'espace de 10 ans, passer des 2/3 à quasiment 90%, c'est presque une bascule sociétale. C'est une bascule sociétale qui est normale, qui atteigne un plafond maintenant. Voilà, je veux dire, le résiduel, dirais-je, on est passé à 89-88%. On peut dire qu'on est dans une tendance qui est stable, mais qui est très largement majoritaire. Donc oui, les Français attendent que les entreprises s'engagent. Pas seulement les pouvoirs publics, mais l'entreprise a un rôle attendu. Alors sur quoi ? Alors, on l'a vu, il y a des sujets qui marchent plus ou moins bien. Pour boucler avec ce qu'on évoquait précédemment, dans l'alimentaire, c'est une année qui a été un peu en recul sur tous les produits bio, équitables, marques locales, etc. 2023 a été une mauvaise année. C'est une année de retrait. On va voir un petit peu plus loin que l'environnement a pu être touché là-dedans. Donc, quand les Français nous disent des choses, c'est pas seulement du déclaratif. Il y a des impacts réels dans la consommation. Donc, la vraie question pour les entreprises, c'est de se dire où est-ce qu'elles sont attendues par les consommateurs. Alors on a un réel repli de l'acceptation du surcoût, c'est-à-dire quand on leur demande ce qu'ils seraient prêts à payer plus cher en termes de marques engagées, on s'aperçoit qu'effectivement ce repli sur tout ce qui est environnement, développement durable, nature, il est très net. Il est net en déclaratif depuis 2023, puisqu'on était passé en 2022 où on avait quasiment la moitié de la population qui était prêt à payer plus cher pour une production respectueuse dans l'environnement, à aujourd'hui en 2024, 35%, on était déjà à 36% en 2023, donc on s'aperçoit que c'est vraiment une tendance qui a été en recul et qui trouve aujourd'hui effectivement une forme de plateau. Finalement, aujourd'hui, ce qui est porteur, c'est plutôt le Made in France, où on voit que la tendance était un peu baissière, mais voilà, concerne quand même 57% des répondants, c'est-à-dire là une large majorité, là où l'engagement sociétal, l'inclusion, le handicap peinent aussi à convaincre dans ces temps de budget plus contraints. Ce qui est intéressant en tout cas pour les entreprises, c'est qu'après beaucoup d'efforts et de discours sur la décarbonation, et donc finalement on voit que l'environnement reste fort à 35%, mais est plutôt décoté quand la partie sociétale sur le fabriquer en France d'une manière respectueuse de la filière. On a vu le soutien aux agriculteurs, etc. C'est quelque chose qui perdure. Donc c'est important pour les entreprises, bien sûr, d'être sur le terrain de l'environnement, mais je dirais, en tout cas, à écouter les Français, peut-être encore davantage sur le terrain du sociétal, parce que les chiffres sont plus hauts et ne baissent pas. Donc voilà, c'est la bonne articulation de ces deux jambes qui pourra faire le succès. Alors après, quand on dit est-ce qu'il faut s'intéresser au sociétal, est-ce que les entreprises le font vraiment? Alors on a pris un cas concret, c'est dans le monde de la beauté, vous connaissez le groupe Procter & Gamble, ils ont trois grandes marques de beauté ou de soins de la personne, Always, Pantene et Olay. Et c'est intéressant la bascule marketing qu'ils ont faite sur chacune de ces trois marques, puisque sur la première, Always, avant on était bien sûr sur le confort et de tous ces supports d'intimité. Aujourd'hui, voilà, leur dernière campagne, maintenant c'est Like a Girl, parce qu'ils se sont rendus compte que entre avant et après la puberté, le regard sur la femme change et change pas dans le bon sens plus ça avance en âge. Donc dire voilà, nous on revendique d'être une femme et c'est positif et on y va. Si on regarde Pantene, avant c'était l'éloge des cheveux qui brillent, etc. Ça c'était merveilleux. Mais maintenant, il y a aussi une nouvelle bascule, c'est ce sur quoi communique Pantene, c'est le côté not sorry, c'est-à-dire qu'une femme, elle n'a pas à s'excuser d'avoir des beaux cheveux, d'être une femme, de faire des choses qu'on pourrait reprocher à des femmes, parce qu'ils se sont rendus compte qu'évidemment, il y a des biais culturels, parfois il y a des actions. La même action va être positive pour un homme, enfin c'est le fameux, lui c'est un séducteur, elle c'est une catin, mais ils se rendent compte que dans plein de sujets, c'est encore des clichés qui ont la vie dure, et donc la femme n'a pas à s'excuser, donc elle est not sorry d'être ce qu'elle est, et elle n'a pas à être victime d'une sorte de mêle gaz. Et puis, de la même manière, sur Olay, qui est la marque un peu plus scientifique du groupe, un peu l'équivalent d'une sorte de L'Oréal avec beaucoup de recherche à l'intérieur. Avant, c'était la marque qui vous permet de rester jeune le plus longtemps possible, donc, mais pas très sociétale. Et on est basculé sur une autre logique qui s'appelle
tout quelque chose. Voilà, en fait, la femme n'est jamais too strong, too outspoken, tout quelque chose, parce que derrière, elle a tout à fait le droit d'avoir de la personnalité. Et donc, Olé incite à exprimer sa personnalité. Donc voilà, 3 exemples, mais qui vous montrent que les marques ont fait de ce ressort sociétal un puissant moteur de positionnement et à l'arrivée de vente. Alors, on a essayé quand même, dans ce contexte pas toujours très positif, de voir comment se jouait le fait du passage à l'acte, hein, c'est-à-dire entre ce qu'on réalise aujourd'hui et l'intention. Et normalement, ça devrait retrouver des couleurs. Hein. Normalement, la tendance, elle est là. On a peut-être aujourd'hui un léger repli, mais quand on regarde l'engagement sociétal, si on projette, alors vous avez en rose ce qui est la mesure de l'année dernière et en bleu la mesure de cette année. Hein. Donc aujourd'hui 2023, demain 2024, aujourd'hui 2024, demain 2025, puisque nous on est toujours dans une mesure de l'écart entre la réalisation et l'intention. Et quand on regarde l'engagement social, l'inclusion, le handicap et l'emploi, normalement, on devrait être dans une tendance haussière de 10 points en déclaratif. Alors après, naturellement, c'est du déclaratif, mais ça témoigne quand même d'une envie de retrouver de l'engagement social des marques et d'être prêt à le payer plus cher, surtout. Hein. De la même manière que il y a eu une jolie tendance sur la rémunération des producteurs et des fabricants, hein, qui est aussi très porteuse puisque ça concerne près de la moitié de la population, avec cette forte tendance, naturellement des produits made in France, mais qui reste maîtrisé puisque à 57%, on n'est pas dans une intention en forte croissance. La intention en forte croissance, elle est plutôt aujourd'hui sur l'engagement social, inclusion, handicap et emploi. Oui, c'est vraiment les nouvelles braises sur lesquelles soufflent les marques. Après, voilà, cette logique de faire attention, de s'inscrire dans une société meilleure, elle est de plus en plus travaillée. L'exemple de Renault, il est intéressant parce que, on va dire, son métier à la base, c'est de fabriquer des voitures. Mais plus ça va, plus Renault glisse vers la santé. Donc, ils ont beaucoup travaillé, notamment avec les sapeurs-pompiers dans 13 pays, pour essayer de faire des véhicules qui soient plus faciles où il soit plus facile de dégager l'accidenté quand il y a une grosse collision, parce qu'il y a ce qu'on appelle la golden hour, l'heure d'or, parce que si on ne sort pas la personne dans l'heure qui suit l'accident, elle a 50% de chance derrière de plus de décéder. Donc il y a vraiment un enjeu de rapidité. Et ben pour faire ça, ils ont travaillé dans 13 pays avec les sapeurs-pompiers pour identifier quels étaient les freins pour dégager les personnes, faire évoluer le design des véhicules. Par exemple, ils ont créé une petite trappe sur les véhicules électriques que seuls les sapeurs-pompiers peuvent ouvrir et qui permet d'éteindre un incendie sur une batterie haute pression en 10 minutes au lieu de 3 heures en temps normal. Voilà, ce type de petits détails qui font que derrière, on aide le combat sociétal sur la santé, sur la sécurité, et puis derrière, on va former, et puis même demain, ils annonçaient à Vivatech, on va faire des véhicules qui vont permettre d'aller lutter contre les déserts médicaux avec des nouveaux types de services proposés à distance. Voilà, donc c'est ça aussi de dire, on ne sait pas seulement faire du véhicule, c'est aller au-delà de nos obligations. Alors cette année, nouveauté, on a voulu explorer les limites planétaires et donc on a posé la question de savoir sur quelle grande cause environnementale les répondants souhaitaient que s'engagent les entreprises en priorité. Alors déjà, bonne nouvelle, la quasi-totalité a conscience de limites planétaires, hein, puisque seuls 7% souhaitent que les entreprises ne s'engagent pas sur au moins l'une des causes, avec quand même une difficulté à faire émerger des attentes concrètes. Hein. Donc là, en majeur, on a quand même des items qui sont, dirais-je, assez génériques, comme le changement climatique, la pollution de l'eau douce, davantage portée par les plus âgés, hein, puisqu'on est à 40% des 35 ans et plus par rapport à 29% des moins de 35 ans, la pollution chimique, puis la déforestation, davantage portée par les plus âgés, de nouveau, hein, 35%, sachant que la perte de biodiversité est une cause qui est davantage portée par les jeunes, pour le coup.
Alors évidemment, c'est quelque chose qui, la société, on le voit, c'est compliqué parce que c'est souvent technique, porté par des experts, etc. Donc c'est pas facile, même si on comprend globalement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut agir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que aussi tout ça, c'est facilité par l'évolution de la jurisprudence et du droit. Je prends juste un exemple, la société que vous voyez à l'écran, la Vedanta Resources, qui est un géant, un conglomérat minier basé à Londres, a des filiales un peu partout dans le monde, et il y a une histoire intéressante, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, le David contre Goliath, en Zambie, un petit village qui s'est vu polluer sa rivière par des extractions minières sauvages, et donc évidemment il pouvait plus boire sans être malade, etc. Donc c'est un micro-fait local. Ils ont voulu attaquer sur place la société mère à Londres, et on leur a dit non, c'est une société locale, vous pouvez rien faire, etc. Ils se sont battus juridiquement, et à la fin, la responsabilité de la société mère en Angleterre a prévalu, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la jurisprudence anglo-saxonne permet plus aux entreprises de se cacher derrière d'autres sociétés écrans entre elles et leurs pratiques pour pouvoir bien faire. Donc voilà, les sociétés commencent à devoir bouger, parfois sous l'aiguillon du consommateur, mais derrière c'est compliqué d'être concret, et aussi sous l'aiguillon de la jurisprudence, donc heureusement les choses bougent. Alors parlons un peu marque. Alors, cette année, nous avons évolué nos 40 marques au travers de 5 piliers. Nous avons conservé la notoriété, qui est déjà le premier indicateur pour une marque. Nous avons conservé l'engagement pour le bien commun, c'est-à-dire la perception du niveau d'engagement de chacune des marques testées sur cette dimension, et l'excellence perçue sur la qualité métier. Et comme on avait envie de pouvoir travailler justement sur une typologie de marque, en apportant plus d'expertise data scientist, on a rajouté deux dimensions complémentaires de manière à pouvoir mieux caractériser chacune des marques. Donc on a rajouté la communication perçue en termes de qualité et de crédibilité, et on a rajouté la valorisation, c'est-à-dire c'est la propension à payer plus cher les produits de cette marque pour soutenir sa transition. Quand on regarde, donc on s'aperçoit qu'il y a naturellement une distorsion entre l'engagement perçu et le potentiel de valorisation sur certaines marques, en particulier les marques du luxe. Alors cette année, la marque qui arrive, dirais-je, en tête de notre podium, c'est Aromazone, qui obtient les plus gros scores d'engagement, de crédibilité de communication un petit peu avec Yves Rocher et Doctolib, de valorisation aussi. C'est-à-dire c'est celle pour laquelle on est le plus prêt à valoriser son engagement sociétal, et d'excellence métier, même si elle est un peu en retrait en termes de notoriété. Quand on est en rouge, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut juste dire qu'il n'y a qu'à date un Français sur deux qui connaît la marque. Voilà, on est en dessous de la moyenne. Voilà. Alors, quand on regarde maintenant les sensibilités en termes de profil, on s'aperçoit que effectivement les jeunes vont être plus sensibles à des marques comme Back Market, par rapport à des seniors qui vont être plus sensibles à des marques comme Doctolib. Donc c'est vrai que donc là on a pris cet indicateur d'engagement que nous on appelait le positive impact de la marque, peut être croisé pour voir les sensibilités en termes des profils, là où par exemple notre exemple Aromazone est naturellement en tant que marque beaucoup plus portée par les femmes, par les jeunes, sans spécificité entre l'Île-de-France ou la province, avec naturellement Back Market, on voit que il va être beaucoup plus porté par les moins de 30 ans. Ce sont des nouveaux usages, c'est des usages de réparabilité, et on voit toujours finalement aussi le bon classement d'une société, d'une marque
pas comme Édouard Leclerc, hein, qui se positionne finalement assez haut dans la reconnaissance de son engagement social et environnemental, au même titre que d'autres marques comme le secteur bancaire, donc comme le Crédit Agricole. L'année dernière, nous avions le Crédit Mutuel, donc le Crédit Agricole se classe quand même finalement assez bien. Et également une société comme Engie, hein, qu'on trouve finalement au-dessus de la moyenne, portée par presque tous les profils de population. Donc on voit que finalement, on a des marques qui arrivent à bien émerger et à bien faire passer leur engagement social et environnemental. Alors avec naturellement dans le bas du podium, toujours les marques de luxe, hein, qui ont pas mal de difficultés à être reconnues sur cette dimension et finalement, quel que soit le profil de la population. Hein. Et en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que petit à petit, des nouveaux usages s'installent. Si vous regardez Back Market, bon, ils ont mis des années à avoir un peu des difficultés pour trouver l'équilibre. L'an dernier, en 2023, pour la première fois, ils ont eu quelques mois bénéficiaires, mais pas tous. Et par contre, cette année 2024, en tout cas si on écoute leurs dirigeants, Thibaut Hugues de la Rose, ils vont enfin pouvoir être à l'équilibre. Donc voilà, petit à petit, c'est un long chemin, mais on arrive à pouvoir gagner sa vie en faisant la promotion d'usages vertueux, ici la réparabilité. Alors, quand on met en perspective de droite à gauche, enfin en abscisse, le score d'excellence métier, c'est-à-dire que finalement, plus on est à droite, plus on va être reconnu comme étant excellent dans son secteur, par rapport à ce score d'engagement de positive impact, donc en ordonnée de bas en haut, donc plus on est en haut, plus finalement on va avoir un score d'engagement qui va être fort. On arrive à caractériser environ, enfin 5 groupes de marques, hein, sur ces deux dimensions. Est-ce qu'on arrive finalement à être excellent dans son métier et porter l'engagement? Donc on s'aperçoit qu'on a quand même des modèles, hein. Donc cette année on va avoir comme modèle Aromazone, Yves Rocher, Doctolib, et on va avoir des gens qui vont être prometteurs, hein, donc finalement qui ont des bons scores d'engagement et une reconnaissance métier supérieure à la moyenne, qui est à 100, avec Leclerc, Bonduelle, Nivea, Leroy Merlin, Doliprane. Et puis alors on va avoir toujours ce secteur du luxe, hein, qui finalement est très reconnu en termes d'excellence métier, mais qui peine à être reconnu pour ses engagements. Ça imprime pas. Alors, on avait envie, il y a eu, vous l'avez compris, une entrée fracassante dans le classement cette année d'Aromazone. Tout le monde n'est peut-être pas très familier de cette marque qui est encore jeune. Donc, on a la chance de pouvoir avoir avec nous aujourd'hui Héloïse Dubois, qui est leur directrice de marque et d'expérience. Et évidemment, la question qu'on a envie de lui poser, elle va nous répondre tout de suite, c'est comment Aromazone a réussi à faire l'an dernier plus 45% de croissance sur un marché à plus 5, donc surperformer de 40 points, c'est immense, avec zéro budget média, parce que c'est une des caractéristiques de la marque, elle n'achète pas d'affichage, de télé, etc. Et donc elle a réussi à conquérir 1 million de clients avec un taux de rétention exceptionnel à 57% sur 12 mois. Donc voilà, Aromazone, comment on arrive à faire aussi bien, parce que finalement on installe un nouvel usage positif pour la planète, tout en ayant une société qui réussit et qui se développe. Donc Héloïse, si vous pouvez nous dire quelques mots sur ce brillant succès. Oui, bonjour à tous. Ravie d'être ici avec vous. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Alors d'abord, Aromazone, hein, c'est une entreprise qui est française. Je pense que ça vaut le coup de le rappeler à la lumière d'ailleurs de ce qu'on vient de ce que vous venez de nous montrer, qui est profondément ancré dans le Vaucluse et encore aujourd'hui, hein, puisque c'est encore 450 salariés Aromazone, dont la moitié qui travaillent aujourd'hui dans le Vaucluse. Donc clairement, Aromazone, ça a toujours été une marque qui est engagée, hein. C'est comme ça qu'elle s'est construite, avec un objectif de départ qui était d'offrir un vrai projet sociétal, celui de consommer différemment. Et je pense que c'est ce que perçoivent et ressentent aujourd'hui encore la communauté Aromazone, et qui nous amène à être, il me semble, hein, dans les premières positions de ce classement. Alors bien sûr, c'est une marque engagée en ce sens, dans le sens où elle a pour objectif de permettre à sa communauté de consommer différemment. Donc en fait, elle s'est construite
comme une alternative à ce qui existait, en proposant des produits naturels, donc qui permettaient effectivement des produits bons pour la santé, bons pour l'environnement. Je pense que l'idée, c'est peut-être pas que je fasse la liste de tous les éléments qui prouvent que Aromazone étant une entreprise engagée aujourd'hui, puisqu'on parle plus de ressenti et des perceptions des consommateurs. Je pense que c'est plus la façon peut-être dont elle le communique, ou plutôt dont elle ne le communique pas ou peu, puisqu'en fait, vous le disiez, chez Aromazone, il y a très peu de marketing. Et d'ailleurs, c'est marrant pour la petite anecdote. Hier, quand vous m'avez envoyé un mail, j'ai perçu que vous utilisiez le titre directrice marketing. Il n'y a pas de département marketing chez Aromazone. Et effectivement, je dirige la marque et l'expérience client, donc très liée aujourd'hui. La marque est très liée à ses clients. Il n'y a pas de marketing puisqu'il n'y a pas d'investissement à proprement parler marketing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que aujourd'hui, il n'y a pas de blabla marketing, il n'y a pas de poudre aux yeux. On communique très peu finalement sur notre engagement. En fait, tout est très factuel. Il y a une des grandes valeurs sur lesquelles s'est construite Aromazone, c'est effectivement la transparence. C'est-à-dire qu'on a des pages produits, par exemple, qui sont très longues d'explications sur des choses qui sont très factuelles. D'où viennent les produits, quelle est leur composition. Voilà, enfin, c'est des choses qui sont effectivement très factuelles et on n'est pas dans la surpromesse quelque part. Et je pense que c'est un premier point qui nous vaut quelque part cette reconnaissance de nos clients aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours eu cette très grande transparence sur ce qu'on faisait. Alors, l'engagement, qu'elle soit social, environnemental, c'est toujours un chemin qui est long, qui est sinueux, qui est très imparfait. Euh, mais le tout, c'est de ne pas s'en servir, je pense, comme un outil justement de communication et de juste dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et qui je pense nous vaut aussi la confiance de notre communauté, c'est le fait qu'Aromazone a toujours partagé ses connaissances. Donc ça va de pair bien sûr avec la transparence, mais c'est qu'on a permis en fait, c'est qu'on cherche à permettre encore à tous les jours à nos clients et à notre communauté de se réapproprier leur santé et de faire leur choix eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'impose rien aujourd'hui, on n'est absolument pas donneur de leçons quelque part, on explique aux clients l'impact de leur consommation, on explique ce qu'ils consomment, l'impact potentiellement sur leur santé. Et donc, sans être toujours 100% parfait, en fait, on laisse le choix aux clients. Et je pense que c'est ce qui crée un lien de confiance très, très fort entre la communauté et la marque. Enfin, je parlais donc on a beaucoup parlé d'engagement effectivement environnemental et vous avez aussi beaucoup soulevé le volet sociétal. Je pense que dans le projet sociétal d'Aromazone, il y a aussi le fait de démocratiser des produits de qualité au plus grand nombre. Et donc effectivement, ça passe par le prix. Je pense que aujourd'hui, Aromazone veut vraiment faire le choix de l'inclusivité et dans le contexte social qu'on connaît. Être inclusif, c'est avant tout être accessible d'un point de vue prix. Et donc, bien sûr, cette accessibilité prix, aujourd'hui, nous, elle est permise par un modèle complètement intégré. On n'a pas d'intermédiaire en amont et en aval, ce qui nous permet en fait de proposer des produits de grande qualité à un prix beaucoup plus bas, quelque part, que la concurrence. Et ça, pour nous, ça veut vraiment dire être inclusif, ça veut dire pouvoir vraiment démocratiser cette nouvelle façon de consommer. Et donc donner accès au plus grand nombre à ces produits de qualité. Donc voilà, je dirais qu'en fait cette transparence, enfin cette absence de blabla marketing, cette transparence, ce partage de connaissances, l'accessibilité donnée à des produits de qualité, c'est ce qui font qu'aujourd'hui Aromazone est une marque engagée et à mon sens à la reconnaissance de ses clients sur l'ensemble de ces actions. Vous restez avec nous s'il y a quelques questions dans la salle à l'issue de la présentation dans le quart d'heure qui arrive. Alors, après ce beau témoignage qui montre comment on peut réussir avec succès comme Aromazone sur le terrain de l'engagement, on a voulu aller un peu plus loin avec Pierre Chrétien à côté de moi sur comment derrière on peut utiliser la data pour trouver des éléments d'explication sur comment on peut faire
entre guillemets, contribuer le consommateur à la transition en payant un peu plus cher. Donc la question de la valeur qui est essentielle dans une proposition commerciale. Comment derrière on arrive à ne pas commoditiser l'engagement? Pierre. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, notre approche a été d'essayer de segmenter les marques. Alors, l'outil de segmentation est effectivement un outil assez puissant pour décrire des profils, essayer de comprendre. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la représentation de cette segmentation sur 2 axes. L'axe vertical, c'est la notoriété. Donc, comme ça a été évoqué, c'est une notoriété qui est relative, puisqu'en fait, le bas de l'axe doit correspondre à 50% de notoriété sur l'étude. Et l'axe des X, c'est donc un score de communication avec un ratio qui est la part des répondants qui ont noté l'entreprise entre 8 et 10, divisé par la part des répondants qui ont noté l'entreprise entre 0 et 3. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, on obtient 5 segments. Donc si je les décris en commençant par le haut, vous avez donc 3 segments qui sont globalement des marques qui ont déjà une notoriété assez ancrée, assez importante, avec de la gauche vers la droite, donc en partant du score de communication le plus faible vers celui qui est le plus fort. On a donc un premier segment qui est avec les marques perfectibles, qu'on a appelé perfectibles, et donc effectivement c'est des marques pour lesquelles la part des répondants qui ont scoré entre 0 et 3 est plus importante. Ensuite, un deuxième paquet de marques qui est les marques qui sont équilibrées, donc avec finalement un poids relatif de ces 2 groupes, donc de ceux qui ont noté entre 0 et 3 par rapport à 8 à 10, qui est assez équilibré. Et puis à droite, les marques qu'on a qualifiées de porteuses, donc avec Leclerc, Doctolib et Yves Rocher, pour lesquels en fait c'est surtout des répondants qui ont noté entre 8 et 10. Et ensuite on a donc 2 segments de marques qui sont sur des niveaux de notoriété un peu moins importants, avec d'une part donc un premier groupe qu'on a appelé en retrait, et un deuxième groupe donc avec une communication qui est plus valorisé, donc avec des marques d'un segment qu'on a appelé de niche. Et donc ça nous fait 5 segments qui finalement sont une clé de lecture intéressante, d'une part pour comprendre la communication, et également pour comprendre la valeur. Alors je vais revenir juste 1 minute sans rentrer dans des détails techniques sur l'approche, qui est une approche, donc comme c'était dit, data-driven, donc sans parti pris, sans donner un poids particulier ou sans préjuger en fait de l'importance des différents critères. On a globalement travaillé en 3 étapes. Une première étape qui consiste à décrire les marques, puisqu'en fait on a un questionnaire donc qui a été répondu 1518 fois, et donc pour chaque répondant, on a regardé pour chacune des marques les réponses qu'il a apportées, ce qui nous a permis de construire pour chaque marque un peu plus d'une quarantaine de variables pour décrire la marque. Donc là vous avez du coup, c'est bien sûr pas un hasard, les 3 variables les plus importantes en fait qui sont ressorties ensuite, c'est la notoriété et puis la communication, donc la part des répondants qui ont répondu entre 8 et 10 et celle qui a répondu entre 0 et 3. Donc c'est les 3 variables les plus importantes, mais il y en avait 37 autres qui ont été étudiées. Et donc on a une deuxième étape où on a utilisé un algorithme qui nous a renseigné sur le fait que c'était ces 3 variables-là qui étaient les plus importantes en termes de dispersion, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une marque est vraiment différente des autres. En fait, qu'est-ce qui différencie les marques. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de vous représenter la segmentation sous cet angle-là. Et ensuite, la 3e étape, ça a été de segmenter, donc de faire des paquets homogènes de marques, homogènes au sens de ces 3 critères. Et donc dans un segment, on a des marques qui se ressemblent vis-à-vis de ces 3 critères. Et quand on prend des marques de 2 segments différents, elles sont différentes. Voilà. Et donc c'est pour ça que on présente les résultats sous ces 2 axes-là, en regardant ces 3 variables. Si on passe à la slide d'après sur la valeur, ce qu'on voit, c'est que c'est un bon prédicteur. Alors prédicteur n'est pas le terme scientifiquement exact, mais en tout cas, la communication est une variable qui est corrélée avec la propension à payer plus cher. Alors on le voit à travers ce graphique, vous voyez sur l'axe des Y, donc on a repris nos 5 segments qui sont classés par ordre de crédibilité des communications décroissantes, donc avec
porteuse, de niche équilibrée en retrait perfectible. C'est donc le score de communication qui est le plus important, et en haut donc pour les porteuses et plus faible pour les perfectibles. Et puis vous voyez donc la proportion des répondants à payer plus qui finalement suit la même tendance, puisque pour les porteuses on a donc 49% des répondants qui sont prêts à payer 5% ou plus en plus. Et à contrario, pour les perfectibles, cette proportion-là tombe à 34%. Voilà. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un lien entre la perception de la communication et la propension à payer plus cher. Et donc, ce qu'on observe, c'est que, évidemment, comme l'engagement coûte, ce qui est normal, du coup, si on veut pouvoir retrouver, ou en tout cas retrouver dans le prix cet investissement, il y a une étape qui semble nécessaire au milieu, qui est d'être capable de communiquer en ayant une perception de cette communication qui soit positive. Voilà. Je reste bien sûr disponible pour des questions tout à l'heure. La communication peut servir à quelque chose pour autant qu'elle soit crédible, légitime, etc. Alors qu'est-ce que c'est une bonne communication? On a voulu prendre un exemple à notre sens pour illustrer le propos. C'est quand vous regardez Darty, donc ils sont en train de faire un très gros travail sur la réparabilité, avec des indices de réparabilité, tout un réseau pour être capable d'aller donner une seconde vie aux appareils des ménages. Et ils ont innové côté communication parce qu'ils ont voulu quitter le seul système traditionnel à la Amazon des étoiles, où quand on donne son avis sur un produit qu'on a acheté, on le donne au moment où on l'achète. Mais évidemment, quand on parle de réparabilité, on parle de temps long. Donc ils ont introduit un nouvel indicateur où ils reviennent 5 ans après pour poser la question, ou 2 ans après, si vous avez 2 ans puis 5 ans, si vous avez cette machine, est-ce que vous en êtes content? Ce qui permet de mesurer la satisfaction sur la durée du produit. Et donc, évidemment, de se mettre dans une logique anti-obsolescence programmée, puisqu'on ne demande pas seulement l'avis le jour de la joie de l'achat, mais sur la durée, et ça vient soutenir un discours de marque plus global. Donc, derrière ça, il y a les consommateurs. Alors les consommateurs, on les a aussi typologisés. Cette année, c'était l'année de la typologie chez Orange Engagement. Donc on a cherché à avoir les différentes sensibilités en termes de communication. C'est-à-dire que, ok, on veut une communication qui soit crédible, que ça va porter la valeur du produit, mais la population française a des sensibilités différentes en fonction des différentes thématiques. Alors, on a réussi à mettre en évidence, sur un modèle un peu similaire de cette fois-ci de segmentation. Donc, on a mis en évidence 5 familles en fonction de ce qu'ils étaient prêts à payer plus cher. Aussi en termes de secteur, d'engagement. Alors, on a, on va partir des parcimonieux. C'est-à-dire que finalement, les parcimonieux, on est environ un quart de la population qui est pas prêt à payer plus cher, finalement, pour quoi que ce soit. Donc, on va parler des gens qui sont dans des budgets plus contraints. Qui vont plutôt être inactifs. Donc c'est une part de la population qui ne peut pas payer plus. On voit que c'est une population qui est en croissance de 4 points. Par rapport à 2021, parce que l'avantage du baromètre, c'est qu'on a pu remonter. On a pu remonter notre segmentation sur les questions stables depuis 2021. Donc, on va pouvoir maintenant la suivre. Donc, c'est parcimonieux. Ensuite, on a... Emmanuel, par contre, on peut être CSP-, mais néanmoins engagé, comme par exemple les nationaux. Il n'y a pas une fatalité. Il n'y a pas une fatalité. C'est une tendance statistique. Ce n'est absolument pas la totalité des CSP- qui sont parcimonieux. Comme les nationaux, par Exactement. exemple. Les nationaux, on va les trouver effectivement
relativement plus dans les CSP- également et 30 dans les 30-49 ans. Donc les nationaux, c'est ceux qui vont être davantage de proportion à payer le Made in France, à payer plus cher le Made in France. Ensuite, on a les sociétaux qui vont être plus enclins à payer justement cette dimension sociale d'inclusion, d'emploi, de handicap, mais aussi d'accessibilité. C'est une population qui est en forte croissance, puisqu'on a plus 8 points. Il représente 27% de notre échantillon et on a plus 8 points par rapport à 2021. Et donc, dans nos sociétaux, on va retrouver des hommes et des 50-64 ans, et des gens, des actifs mûrs. Après, on va avoir les environnements qui sont en baisse. On l'a vu, ce baromètre est pas porteur cette année en termes de produits bio-environnementaux. Donc, on est en baisse de 7 points, on est avec 16 points, et là, on va retrouver principalement des jeunes, de manière tendancielle, des jeunes, des étudiants, plus des femmes, mais des gens qui mangent plus végétariens, véganes. Et les généreux qui sont un peu en baisse, qui représentent 1/5, qui eux sont prêts à tout payer plus cher. Voilà. Finalement, eux, il faut de l'engagement. Ils sont prêts à porter les grandes causes de la société, toutes les grandes causes de la société. Et là, on va avoir les CSP+, tendanciellement, les flexitariens, les retraités et les 65 ans et plus. Et là où c'est intéressant, Claude Emmanuel, c'est que pour une entreprise, en fonction de sa cible, ça lui permet de se dire, est-ce que derrière les leviers d'engagement qu'elle utilise, non pas sont bons ou pas bons, parce que tout levier d'engagement est bon, mais ont une forte résonance ou pas par rapport à son public cible. Tout à fait, on s'aperçoit qu'il faut quand même qu'il y ait un alignement entre la sensibilité de son cœur de cible et l'ADN de sa marque. Voilà, alors un dernier point sur la partie un peu attente des Français vis-à-vis des entreprises comme marque employeur. On a rajouté aussi quelques questions qui sont pas inintéressantes. Alors d'abord, il y a une sensibilité globale, vous l'avez peut-être vu cette année, la promo du CELSA, l'école de communication qui a fait, tous les étudiants sont associés pour faire une tribune, comme dire ils voulaient pas que leur avenir professionnel soit lié au greenwashing, etc. Donc de dire qu'ils voulaient travailler dans des sociétés propres et éviter toute dérive. On voit des articles de fond dans Le Monde qui vont dire, voilà, pour attirer les talents, il faut montrer qu'on est une entreprise vertueuse, parce qu'il y a toute une partie des talents qui ont cette sensibilité et qui vont en faire un facteur de choix d'entreprise. Donc là, voilà, vous l'avez vu monter dans la société. Après, en termes de chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, toutes les entreprises ne se valent pas, parce que quand on regarde ce que nous on appelle les alter-entreprises, celles qui ne sont pas tout à fait la société classique capitaliste dans le sens traditionnel, elles ont une certaine affection auprès du public. Oui, tout à fait. Alors, on va avoir par exemple la forme coopérative qui était la plus porteuse en 2022, avec plus de la majorité de la population qui privilégiait à prix égal ou service comparable ces formes d'entreprise. On s'aperçoit qu'on a quand même une sacrée baisse de 5 points sur cette dimension, sur cette entreprise coopérative depuis 2022. Là où finalement la forme associative résiste plutôt bien, 33% vs 30% de la population qui valorise. L'entreprise mutualiste aussi qui est un peu en régression, et l'entreprise à mission qui peine quand même à convaincre. Sauf sur les jeunes. Alors voilà, la seule chose, c'est qu'effectivement les différentes formes d'entreprise sont très sensibles aux générations en fait. On s'aperçoit que l'entreprise coopérative va être une forme d'entreprise qui va être davantage valorisée par les plus âgés, par les retraités à 53%, alors que 33% des étudiants ne s'y retrouvent pas, avec des étudiants qui sont beaucoup plus, eux, convaincus par l'entreprise à mission à 21%, par rapport à 4% des retraités qui comprennent peut-être moins bien ce type de nouvelles structures. Mais au global, il y a quand même un avantage à ce type de structure avec des scores qui restent, même si un petit peu en retrait, plutôt haut pour être prêt à payer plus cher le même produit ou service s'il vient de ce type de société. Tout à fait. Et d'ailleurs, certains ne s'y trompent pas. Si vous regardez, il y a 15 jours, l'annonce de Système U, qui était devenu U et qui maintenant a dit on change de nom, on s'appelle Coopérative U.
parce qu'ils ont compris, alors c'est lié à leur histoire et à l'organisation, ça ne sort pas de nulle part, mais qu'il y a aussi une vertu positive attachée au mot coopérative au point de l'introduire dans leur nom de marque et leur bloc logo. Alors, autre question aussi, c'est qu'est-ce qu'on voudrait que les entreprises fassent plus, mieux? Alors, la première tendance, c'est vraiment être transparent sur les règles de rémunération. Donc là, on est sur la majorité des Français. Puis, le fait d'associer, de consulter les collaborateurs aux décisions. Donc finalement, on a envie d'une entreprise qui soit plus inclusive également vis-à-vis de ses collaborateurs en termes de transparence, d'association et d'écoute. Alors ensuite, on va avoir des tendances qui vont être un peu plus en mineur. Par exemple, le fait d'être sur 4 jours par semaine, on va être sur 30% de la population, mais avec des nuances que nous verrons en fonction là aussi des générations. Finalement, la raison d'être pour le bénéfice des enjeux collectifs concerne quand même un petit quart, dirais-je, de la population. On est des arguments un peu juridiques qui n'ont pas encore imprimé auprès de tous les Français. Voilà. Oui. C'est encore un peu technique la raison d'être pour le consommateur classique. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une appétence pour que l'entreprise fasse davantage. On parlait tout à l'heure de l'action sociétale. On a repris 2 exemples aussi d'actualité des derniers mois avec Veolia et Michelin. 2 entreprises internationales qui se mettent à développer une logique pour les deux de couverture santé universelle, c'est-à-dire que quel que soit dans le pays, dans le monde dans lequel on travaille, pour Veolia ou pour Michelin, derrière, on doit avoir une protection égale. Il n'y a pas des salariés français privilégiés par rapport à des salariés sous-privilégiés en Afrique ou ailleurs. Non, il faut que derrière, on puisse avoir quelque chose de fort, de décent. Michelin a beaucoup travaillé sur ce qu'ils appellent le salaire décent. Alors, salaire décent, ça peut être entre 1,7 ou 3 fois le salaire minimum du pays concerné. En France, c'est pas trop mal, donc on est plutôt sur du 1,7 parce qu'il y a personne au SMIC chez Michelin, parce qu'on considère qu'un salaire décent, c'est le salaire avec lequel on peut faire vivre une famille de 4 personnes avec un seul salaire. Donc Michelin considère qu'avec des batteries de statistiques derrière, qu'en France, c'est pas possible avec le SMIC, donc personne au SMIC. Et puis il y a d'autres pays, la Chine ou le Brésil, où les collaborateurs Michelin sont à 3 fois le salaire minimum, parce que pour pouvoir toujours être dans cette logique de salaire décent, famille de 4 personnes, on fait un effort. Donc voilà, il y a vraiment cette logique de dire on devient un employeur de référence. C'est quelque chose qui avait été initié par Danone il y a quelques années, mais qui est en train de faire positivement tâche d'huile. Et donc ça montre aussi que ce volet corporate reputation, il est bien sûr sur les produits et services qu'on fait, mais aussi sur les collaborateurs avec lesquels on les bâtit. Donc pour avancer, on parlait un petit peu de la semaine de 4 jours. Alors, on était très étonnés par ce score aussi faible de 30%, sachant qu'on s'apercevait quand même que les entreprises qui la mettaient en place avaient plutôt du succès auprès de leurs salariés. Et donc, on a fait le croisement par âge et effectivement, donc on a 42% des moins de 30 ans qui attendent en priorité de la relation avec l'entreprise la semaine de 4 jours. Voilà. Alors, on ne sait pas si ça va donner raison à Rifkin et son ouvrage « La fin du travail » qui prédisait qu'un jour, on en aurait plus besoin de travailler, que ça allait en se rétrécissant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que petit à petit, il y a une réduction du nombre d'heures travaillées. Si vous prenez la France, en 1950, on était à 2200 heures par personne. Aujourd'hui, on est à 1600, donc c'est à peu près moins 10% d'heures travaillées par décade. Donc voilà, il y a un mouvement qui tend vers ça. Il y a des notes américaines sur l'intelligence artificielle qui disent que d'ailleurs maintenant, ce ne sera plus demain la semaine de 4 jours, mais la semaine de 3 jours, parce qu'il y a toute une partie qui sera faite en complément par l'IA. Donc difficile de mettre le bon curseur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours, ça marche bien. On en parlait avec une entreprise partenaire dans la logistique dans la région lyonnaise. Elle disait que ça marche tellement bien que son souci, c'est qu'il n'y a plus aucun turnover. C'est-à-dire que derrière, alors dans la logistique, c'est pas des métiers très amusants. Donc par contre, s'ils arrivent à faire toutes leurs heures sur 4 jours au lieu de 5, les autres concurrents dans la région lyonnaise ne le proposent pas. Donc c'est tellement important que plus personne ne démissionne. On reste là où on a la semaine de 4 jours, dans cet exemple précis. Voilà.
Derrière, on parlait aussi un peu de gouvernance participative, la version la plus extrême, on l'a vu, hein, c'est Elon Musk qui aime bien casser, dérégler les règles habituelles, on va dire, y compris est-ce que moi je dois être en train de gérer les opérations à Twitter ou pas. Je pose la question, pas de chance, ou chance pour lui, je ne sais pas, ou pour l'entreprise, le public répond non, c'est pas toi de le faire, et donc acte, ma communauté le dit, je le fais. Donc là c'est une version un peu extrême et réseaux sociaux, mais c'est sûr qu'il y a une appétence pour derrière avoir sa voix qui porte, sa voix qui est attendue dans la direction de l'entreprise et pas être seulement dans une logique de command and control. Alors pour aller plus loin, et on arrive vraiment sur la fin et on va pouvoir ouvrir aux questions-réponses, nous, chez KEA, et puis souvent avec l'aide de Calicanti, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la Positive Business Map. C'est une grille de lecture, ça prendra un petit peu de temps à vous détailler, mais évidemment, le point de départ, c'est la raison d'être contributive, c'est à quoi sert l'entreprise dans le monde, ou en fait, quelque part, si on le met en creux, qu'est-ce qui manquerait au marché et à la société si l'entreprise n'existait pas. Donc derrière, c'est d'où le sens de ce baromètre. Alors pour approfondir, on a un peu 4 manières de faire. Il y a un peu cette étude, comme on la partage aujourd'hui avec vous. On peut évidemment venir la partager dans vos entreprises pour que derrière des équipes, des comités de direction ou autres puissent être un peu sensibilisés à ces chiffres et derrière pouvoir les questionner et se dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour eux. On peut approfondir en partant de la même étude? On peut approfondir, tout à fait, on peut approfondir, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de data depuis 2017, avec pas mal de nouvelles tendances depuis 2021, et voilà, donc on peut toujours, on a plus de 6000 répondants, aujourd'hui une base de 6000 répondants qui peut être exploitée et répondre à des questions, voilà, avec des tris et des analyses spécifiques sur des marques, des secteurs. Et quel avantage de ne pas être trop coûteux puisque ça ne demande pas de terrain additionnel? Ça ne demande pas de terrain additionnel, non, pas du tout. Et puis ça permet d'exploiter les datas qui souvent on fait des études et puis on les range et on oublie de revenir aux datas qui sont très riches et qui peuvent être porteuses de beaucoup d'autres résultats. Alors le troisième point, c'est qu'on peut aussi aller zoomer plus particulièrement sur des entreprises qui ne seraient pas dans la liste. Tout à fait, on l'a fait l'année dernière sur 2 études sectorielles. Voilà, on peut se décider aussi d'avoir cette grille de lecture, cette grille d'analyse en termes de crédibilité de communication, puisqu'on a vu que la crédibilité qualité de la communication était objectivement un élément porteur statistiquement de la valorisation des produits et de la marque. Voilà, donc on peut le faire sur des marques ad hoc en se disant c'est moi je veux passer 40 marques, je veux embarquer par exemple le secteur assurantiel. Voilà, et c'est tout à fait réalisable avec les mêmes clés d'analyse. Voilà. Et puis évidemment, on peut aussi travailler à ce que nous on appelle le crédit d'impact, c'est dans quelle mesure les entreprises sont positivement ressenties pour leur action et donc valorisées parce qu'elles ont su trouver les bons champs de résonance avec la bonne communication qui vient les cristalliser et donc la capacité à créer de la valeur à l'arrivée. Et donc qui dit valeur dit avantage concurrentiel. Donc ça c'est un sujet sur lequel on travaille aussi beaucoup sur se dire c'est quoi le combat des combats par rapport à votre public, celui qui va raisonner RAI et RE accent aigu, qui va raisonner le mieux et qui derrière comment on a les meilleurs marqueurs, puisque on parlait tout à l'heure de l'exemple de Leclerc, parfois les gens nous disent mais on est très surpris de voir Leclerc aussi haut dans le classement parce que la grande distribution n'a pas toujours bonne presse, etc. Mais en fait ce qu'on voit c'est qu'un Leclerc, et Claude Emmanuel tu le sais encore mieux que moi, quand on pose la question aux consommateurs mais pour Leclerc c'est quoi pour vous, ils vont encore nous parler 25 ans après de la suppression des sacs plastiques, aujourd'hui de la suppression des catalogues, etc. Enfin d'actions qui font bouger le secteur. Tout à fait. D'ailleurs, parmi les secteurs qu'on avait explorés l'année dernière, on avait eu l'assurance et la grande distribution, puisqu'effectivement, on s'aperçoit que là, il y a des vrais enjeux et on s'aperçoit qu'effectivement, la communication est décisive pour positionner la marque dans l'engagement et on s'aperçoit que Leclerc régulièrement arrive en tête dans les classements de Positive Impact. Voilà. Ils ne font pas forcément beaucoup plus, mais par contre, ils trouvent les bons marqueurs et ils savent bien les véhiculer, ce qui est un vrai talent. Pour aller plus loin aussi,
Après, on peut revoir effectivement comment se positionne sa marque en termes dans la typologie construite avec Pierre Chrétien et Ikea. On peut voir les profils des cœurs de cible, on peut voir les opportunités, il y a différentes manières de voir les choses. On peut aussi voir comment son cœur de cible agit en termes de nouvelles tendances, de manière à pouvoir prioriser parmi les 40 nouvelles tendances, celles qui finalement correspondent statistiquement le mieux à son cœur de cible. Voilà, et puis après, c'est un échange et un enrichissement des positionnements actuels et des analyses. Donc une marque qui veut s'engager, elle a beaucoup d'outils pour travailler en sectoriel et intersectoriel sur les meilleures pratiques. Voilà, et donc à l'arrivée, je vais passer vite. Les Tom Slides, on vous les enverra, vous venez de nous entendre, donc on va plutôt laisser la place aux questions-réponses et en les laissant à l'écran pour, si vous voulez, vous replonger dans ce qui vient d'être partagé ou si vous avez pu vous connecter seulement un peu plus tard après 8h30. Donc voilà, place à vous. Donc vous pouvez nous poser des questions à Claude Emmanuel et moi, bien sûr, mais aussi à Aromazone et Héloïse Dubois ou à Pierre Chrétien sur la partie data et objectivation de la création d'un avantage concurrentiel. À vous de jouer. Alors, toujours la plus délicate, la première question. Alors, il y a une première question. Claude Emmanuel, quels sont les chiffres qui t'ont le plus marqué cette année, toi qui suis depuis plusieurs années? Alors déjà, moi je suis toujours très étonnée par ce recul de l'environnemental et du bio. C'est vrai qu'il est à attribuer au contexte. Sincèrement, on voit qu'on est aujourd'hui dans une société de budget contraint et je crois que la responsable de marque d'Aromazone, Héloïse, nous le disait bien. L'inclusion, c'est aussi d'être dans des prix accessibles. L'autre, c'est pas un chiffre. J'avoue que le concours avec Pierre Chrétien et les équipes data scientists de Ikea ont permis de mettre en évidence cette crédibilité de la communication et finalement ce lien avec la valeur perçue de manière tout à fait objective. Et on en avait, on aurait pu, c'est pas contre-intuitif, mais se dire que finalement dans une analyse en composante principale, ce qui fait la différence, c'est la crédibilité en communication pour porter une marque. Je pense que c'est vraiment important pour les marques de se dire que la perception est une réalité en soi. Et on a beau, et on le voit bien avec les marques de luxe, faire beaucoup de choses, parce que les marques du luxe ne sont pas à la traîne en termes d'engagement. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais comme finalement il y a un grippage, ou je ne sais pas, un manque de reconnaissance, un manque de crédibilité, et peut-être qu'effectivement, il y a des nouvelles formes de communication à mettre en évidence, comme le disait très bien Héloïse Dubois en termes de communication, c'est-à-dire finalement, aujourd'hui, on faut peut-être réinventer un peu sa communication, étant peut-être moins marketing, plus transparent, plus inclusif, voilà. Donc voilà ce qui m'a globalement marqué cette année dans le baromètre. Très bien. Autre question, Claude Emmanuel, on nous demande, est-ce que le bonus réparation, les projets d'EcoScore ont pu aider à l'usage des produits réparables à s'installer? Alors, on voit que les produits réparables, on a une forte intention. Ça fait partie des tendances où on sent que c'est vraiment porteur. On le voit d'ailleurs avec la mise en place du Darty Max, par Darty, qui est pas qu'une opération de communication. C'est-à-dire que objectivement, le Darty Max porte la réparabilité avec différents en termes d'abonnement, mais aussi donc de fidélité à la marque, mais aussi dans le rayon, avec des scores de réparabilité, etc. Y compris sur des produits non achetés chez Darty. Et après, je vous ai produits non achetés chez Darty. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une forte intention. Il y a une forte intention, Darty Max le fait, Darty le fait, mais voilà, c'est l'offre qui va porter les choses. Et voilà, ça va s'installer. Moi, je suis tout à fait persuadée que ça va s'installer, j'y crois beaucoup. Mais il faut encore que l'offre réponde, que le marché réponde à la demande et que les consommateurs y trouvent un budget accessible et certainement un bénéfice à entrer dans cette démarche. Il y avait une question aussi sur le plafond de verre de certains nouveaux usages, la location, le vrac, etc. Quand on voit que certaines ont réussi à passer le plafond de verre, comme le Bon Coin, comme Vinted sur la seconde main, est-ce que derrière, on peut leur prévoir les mêmes trajectoires
Et sur ce type d'usage que ce qui a pu arriver sur la seconde main, qu'est-ce qui empêche un moment de passer le cap? Alors, je pense que par exemple, si on prend le cas du vrac, on voit que c'est un usage qui était très aspirationnel au départ, où on voyait qu'il y avait une forte tendance. Nous, on l'a vraiment vu beaucoup monter dans le baromètre en termes d'intention. Et après, finalement, l'usage, une fois qu'il s'installe, parfois, il se confronte à la réalité opérationnelle. Et nous, on a beaucoup étudié le vrac chez Calicanti et on a vu que ça posait beaucoup de problèmes, finalement, d'un point de vue opérationnel en termes de généralisation. Pour avoir travaillé avec des marques spécialisées en bio, j'ai vu que ça posait aussi beaucoup de problèmes opérationnels en rayon, que c'était pas si évident, qu'il y avait de lagage, que c'était compliqué des fois pour les marques de s'installer dans la logique du vrac. Et donc, finalement, on s'aperçoit que c'est un usage qui finalement trouve un public de niche et a du mal à se généraliser. Voilà. Autre question pour Héloïse d'Aromazone, c'est de se dire par rapport aux fiches produits qui sont en magasin ou en ligne, comment derrière les rendre le plus incitatifs possible, et qu'est-ce qui fait que derrière vos fiches produits finalement ne ressemblent pas à des fiches produits, on va dire, génériques de la catégorie, le petit twist que vous leur apportez? C'est peut-être justement de ne pas trop s'attarder sur le fait de donner envie. Je disais, il y a pas vraiment de marketing, alors bien sûr, on a par exemple replatformé notre site il y a un an pour avoir un site un peu plus ergonomique, un peu plus moderne, qui soit peut-être un petit peu plus clair, puisqu'il y avait effectivement une profusion d'informations. On a essayé d'optimiser la mise en forme quelque part du site et donc de le rendre plus incitatif. Mais quelque part, le fond reste le même. Il n'y a aucune information, par exemple, qui a été retirée. Et je pense que justement, la clé, c'est de ne pas vouloir, de pas vouloir coûte que coûte rendre les choses incitatives. Je pense que c'est le fond qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. Toutes les informations sont là. Alors, on essaie de les structurer de la meilleure manière qui soit pour que ça soit clair pour le client. Mais je pense que le tout, c'est de s'attarder sur le fond, justement, plutôt que sur la forme. Donc en donnant non seulement toutes les informations, mais aussi beaucoup, parce que c'est très important chez Aromazone, le fond doit être aussi supporté par des preuves scientifiques. Donc tout ce qui est écrit sur les fiches techniques réfère à une bibliographie en fin de page avec toutes les publications scientifiques qui ont permis du coup de prouver tout ce qui est écrit sur la fiche technique et relative à chacun des ingrédients. Donc ça, c'est pour les bienfaits. Mais bien sûr, quand je dis ingrédients, c'est ingrédients et produits finis, bien entendu. Et ensuite, on détaille, bien entendu, toute notre, quelque part, toute notre politique d'achat, d'où vient donc la provenance, bien sûr, de l'ingrédient, par quel agriculteur, par quel producteur il a été cultivé ou cueilli. Enfin voilà. Donc il y a toutes ces informations-là qui sont là, mais je pense que oui, le message, c'est que ça t'aide plus sur le fond que sur la forme, finalement. Ok. En enlevant quelque part tout ce blabla, s'il n'est pas factuel et justement porté par des preuves scientifiques. Oui, donc une communication très transparente, très voilà. Le nouveau marketing, c'est l'absence de marketing, c'est très bien. Et Voilà. Héloïse, autre Tu question. changer de job, du coup. C'est mieux d'être directrice de marque que directeur marketing pour deux. Ouais. Héloïse, autre question qui arrive, c'est de se dire, voilà, ce modèle que vous avez réussi à installer par des relais d'influence différents des médias traditionnels à date, est-ce que demain, avec une société qui va gagner en ampleur et en ambition, est-ce qu'il est tenable? Est-ce que le zéro marketing est tenable quand on grandit fort, ou est-ce que c'est lié à un palier de l'histoire de l'entreprise? Comment est-ce que vous voyez cet élément qui, à date, vous définit? Est-ce qu'on peut grandir sans, ou jusqu'où vous allez pouvoir tenir cette ligne? Alors, la réponse est, je pense, tout à fait oui, puisque aujourd'hui, donc vous le disiez tout à l'heure, donc effectivement, on a encore une notoriété qui est faible, ça se voyait dans vos
Dans vos tableaux, en revanche, c'est une notoriété qui grandit fortement, hein. De mémoire, on a gagné 8 points de notoriété sur l'année dernière. Et je pense que aujourd'hui, on peut se passer d'outils marketing dans la mesure où c'est notre communauté qui nous porte. C'est-à-dire que notre communauté devient notre premier outil marketing et plus pertinent et plus puissant que n'importe quel autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bouche à oreille, ça reste notre premier levier justement pour faire connaître la marque. Et donc, tant qu'on est quelque part soutenu par notre communauté, hein, je pense qu'on n'a pas forcément besoin justement de faire de la pub dans le sens très factuel du terme. Donc voilà, on s'appuie sur cette communauté et puis pour tout, en fait, pas seulement, quelque part, pas seulement pour gagner en notoriété, mais aussi pour ajuster, nous, toutes nos décisions stratégiques, puisqu'il y a un vrai échange, en fait, qui existe entre Aromazone et la communauté. Moi, je suis arrivée sur la marque il y a un peu plus d'1 an et demi, et mes premières missions, ça a été de lire toutes les remontées que nous faisaient nos clients via nos différents canaux. Alors, il y en a de plus en plus, donc la difficulté, surtout au fur et à mesure que l'entreprise grandit, c'est d'arriver à rester au courant de l'ensemble de ces remontées. Donc, on est aidé par des outils d'intelligence artificielle, hein, aujourd'hui, qui nous permettent justement de synthétiser l'ensemble de ces remontées, qu'elles aient lieu à travers nos outils NPS, à travers notre service client, à travers les réseaux sociaux. Et toutes ces remontées clients, en fait, font l'objet d'un vrai programme de voix du client chez Aromazone, puisqu'elles sont synthétisées et ensuite renvoyées à chaque département. Donc, c'est par exemple, si on a un retour sur une demande d'innovation produit, cette demande est transférée directement à l'innovation. Si on a parfois quelques pain points, hein, aussi, des problèmes de livraison, c'est transféré directement aux opérations, des problèmes sur le site directement transférés au site, ce qui nous permet en fait au-delà de gagner en notoriété via le bouche à oreille, aussi de gagner en satisfaction client. Et bien sûr, moins on a de détracteurs et plus on a de clients satisfaits, plus le bouche à oreille se fait aussi rapidement. Donc, je pense que c'est cette combinaison des deux, en fait, le très fort soutien de notre communauté qui nous permet, grâce au bouche à oreille, de petit à petit se faire un nid, je dirais, ou se faire une place très importante aujourd'hui dans le paysage de la santé et du bien-être et de la beauté en France. Mais c'est aussi cette grande satisfaction client qui décuple quelque part et démultiplie la vitesse de ce bouche à oreille. Super, merci. On a une autre question sur la data. Donc, pour notre ami Pierre, est-ce que ça permettrait d'avancer vers la mise en avant ou la formalisation d'une triple valeur de l'entreprise, économique, sociétale et environnementale? Est-ce que la data peut aider là-dessus, faire le jackpot triple win? Effectivement, en fait, la data permet de faire beaucoup de choses. On pourrait enrichir éventuellement le questionnaire en rajoutant les questions pour bien couvrir ce triptyque. Et une fois qu'on a donc les données, on pourrait, avec la même approche, effectivement, décrire les marques de façon complète sur ces trois angles et voir quelles sont les variables qui sont les plus dispersantes, qui séparent le plus les marques. Et puis, effectivement, on pourrait ensuite regarder le lien avec la valeur, comme on l'a fait, mais plus seulement au travers de la communication, mais au travers de ces trois critères. Donc en fait, pour résumer, notre approche pourrait être élargie, et au-delà de ça, on pourrait probablement aussi trouver d'autres axes d'analyse intéressants. C'est une excellente idée. Voilà, parce qu'aujourd'hui on est sur 40 variables, rien n'empêche demain d'élargir, de passer à 80 variables et de voir celles qui ont un vrai impact dans la construction de valeur et donc derrière de les privilégier et de les zoomer. On pourrait même documenter les marques avec des valeurs de marché, hein, pour enrichir la perception répondant d'éléments plus objectifs comme par exemple la croissance. Voilà. Donc ouais, on est à l'aube de nouvelles zones d'analyse. Évidemment, ceux qui les maîtrisent le mieux seront capables de taper plus juste et donc d'être mieux crédités, valorisés.
On avait aussi une question sur les jeunes et leur côté un peu schizophrénique, qui à la fois sont les premiers à se lever pour défendre la planète et en même temps, si je caricature, à se faire livrer par Uber Eats un plat qui est à 200 mètres à pied. Donc comment les jeunes derrière peuvent vivre cet état d'apparente schizophrénie? Alors en fait non, Voilà. ils ne sont pas schizophrènes. En fait, il y a deux groupes de jeunes. Les jeunes ne sont pas un gros paquet homogène dans lequel on peut dire, voilà, ils ont moins de 30 ans, ils sont jeunes et réagissent tous pareil. La moyenne est l'ennemi de la compréhension. Voilà, exactement. Et en fait, on a une partie des jeunes, effectivement, qui vont être dans une logique finalement de consommation, de Temu, d'Uber Eats, qui vont finalement se retrouver dans ce qu'on a appelé nous les parcimonieux, hein, c'est-à-dire finalement je ne finance rien. Et on a une autre partie des jeunes qu'on va retrouver dans les généreux, hein, aussi, et qui vont être des gens qui vont être très engagés, végétariens, véganes, qui vont porter le bio, l'environnement, la planète, les limites planétaires, la défense, voilà, etc. Donc ils ne sont pas schizophrènes, ce ne sont juste pas les mêmes. Voilà. Donc, d'où l'intérêt derrière d'être assez clair dans son ciblage. Tout à fait. Parce que si on utilise des ressorts environnementaux sur la cible pour qui ça ne résonne pas, évidemment, complètement, c'est une perte d'énergie et de temps. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Il y a une question aussi pour nous trois, c'est de dire comment derrière on peut être meilleur pour améliorer l'image de l'engagement des entreprises. On en a un petit peu parlé, hein. D'abord, il y a bien comprendre à qui on veut s'adresser, parce que on le disait encore à l'instant, il y a des points d'accroche qui sont pas les mêmes. Ensuite, derrière, il y a la question d'avoir des actes totémiques, des marqueurs. On parlait tout à l'heure de la suppression des sacs plastiques en caisse chez Leclerc. Enfin, voilà, des choses qui soient très simples, très visibles, très impactantes. Il y a la question derrière de la communication. C'est sûr que si, comme certaines marques de luxe, on communique principalement vis-à-vis du grand public avec des images éthérées de jeunes filles qui courent sur la plage, etc., c'est très beau pour la désirabilité du produit, mais ça véhicule pas tout le travail de fond qui est fait et qui, s'il est uniquement repris par la presse économique, ne va pas forcément toucher l'ensemble de la population. Il y a la partie, et puis il y a cette logique de valorisation, de se dire, là encore, est-ce qu'on est plutôt sur le sociétal, sur le sociétal, sur l'environnemental, quels sont les bons sujets. Donc c'est un vrai parcours d'engagement qui doit être très cohérent avec l'histoire et le public de l'entreprise. Mais quand on est clair et qu'on tient son cap, comme à Amazon, derrière, sky is the limit. C'est parfait. Ça va, Pierre, si tu voulais compléter. Je trouve que c'est une excellente conclusion. Voilà. C'est une invitation à l'optimisme. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Donc on arrive sinon vers la fin. En tout cas, voilà, nous, pour tous les participants d'aujourd'hui, on vous renverra les bonnes feuilles de ce qu'on a présenté aujourd'hui. On est évidemment à votre disposition pour tout complément d'information ou précision, parce que là, on a été obligé d'aller assez vite. On n'est pas entré dans le détail de chacune des 40 marques. Le temps ne le permettait pas, mais c'était plus pour vous montrer un peu comment l'air du temps, comment ça évolue, comment certains arrivent avec succès, comme Aromazone, à rebondir dans tout cela. Donc voilà, on espère que ça vous a intéressé et que surtout ça vous a donné envie d'encore mieux vous engager et d'encore mieux le faire savoir pour encore mieux valoriser la transition. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.